Quel visage pour l'industrie française de demain? On peut évoquer 4 éléments qui sont à la fois de l'ordre du possible et de l'ordre du souhaitable. Le premier, c'est l'accent sur des secteurs clés. C'est l'aéronautique, c'est le luxe, mais c'est bien entendu aussi la transition énergétique et le numérique. Le deuxième élément, c'est la montée en gamme sur laquelle insiste beaucoup Patrick Artus, c'est-à-dire la possibilité de, en montant en gamme, d'augmenter les prix, de restaurer les marges, d'investir et à ce moment-là d'innover et d'être compétitif sur le marché international. Le troisième élément, tout à fait essentiel, c'est l'alliance des services et de l'industrie. C'est par exemple l'industrie automobile qui va être aussi fournisseur de services de mobilité. Et c'est tout le travail des startups dans le domaine de l'Internet des objets. Et le quatrième élément, bien entendu essentiel, c'est l'usine 4.0, c'est-à-dire l'usine ultra connectée, liée à l'extérieur mais aussi fonctionnant à l'intérieur, sur la base des données, des systèmes de connexion, etc. Pour comprendre le visage que pourrait prendre l'industrie française demain, il faut avoir quelques idées des paradoxes auxquels nous nous confrontons à l'heure actuelle. Le premier d'entre eux étant d'être un pays qui se définit comme un grand pays d'ingénieurs, avec quelques raisons, mais qui a perdu 25% de ses emplois industriels en l'espace d'une quinzaine d'années, qui a une valeur ajoutée industrielle qui est à peu près à 50% du niveau allemand et qui est inférieur également au niveau espagnol, au niveau italien, et qui a d'un côté de grands groupes industriels dans le CAC 40 qui sont systématiquement au cœur d'oligopoles mondiaux, mais par ailleurs qui manquent terriblement d'entreprises de taille moyenne, à peu près 3 fois moins qu'en Allemagne. Et donc cette industrie de demain devra répondre et proposer des produits et des services qui permettent de répondre aux grands défis de ce siècle. C'est le changement climatique, c'est le regroupement des humains dans les villes. Depuis 2006, il y a plus d'un humain sur 2 qui vit en milieu urbain. On va vers 70-80% sans doute au milieu de ce siècle, qui devra faire face également à la question du vieillissement et des produits et des services qui seront associés, et puis à la montée des classes moyennes au milieu de ce siècle. Et on peut le souhaiter, les classes moyennes dans la population mondiale auront été multipliées par 4 ou 5. L'État doit-il être interventionniste ? Il faut revenir à des données très simples et qui parlent d'elles-mêmes. La part de l'industrie dans le PIB ne cesse de décroître. Elle est de 12,4% selon l'INSEE aujourd'hui. Et cela pose des problèmes d'aménagement territorial, ça pose des problèmes d'emploi, ça pose des problèmes pour la balance commerciale. Et donc, il convient évidemment d'agir avec 2 écueils toutefois. Le premier, c'est un État qui a la tentation de se substituer à l'initiative privée, ce qui n'est pas souhaitable. Il faut se méfier à cet égard d'ailleurs de l'État qui dresse la liste des industries qui seront les industries non pas de demain mais même d'après-demain. Et le deuxième, c'est l'État qui produit trop de normes, trop de règles qui entravent l'innovation. Est-ce que l'État doit être interventionniste? À l'ancienne, à l'évidence, non, parce que tout ça fleure bon les années 80, les nationalisations, une série de conséquences qui n'ont pas toutes été heureuses, ou des interventions plus récentes de l'État actionnaire et qui n'ont pas nécessairement porté leurs fruits. Par ailleurs, l'État, un État comme la France, un État européen, se voit de fait privé de toute une série de leviers d'action en matière de politique commerciale, en matière de politique monétaire, c'est évident, ou en matière de politique budgétaire. En revanche, il reste une légitimité à agir parce que ce que l'on appelle les échecs du marché dans un certain nombre de domaines, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine du financement ou en matière d'enseignement, de constitution d'un capital humain, ces questions existent toujours et elles se posent à un rythme de transformation qui est un rythme désormais suraigu dans le cadre des transformations numériques. Donc il y a bien une place pour une intervention de l'État. Quels sont les ingrédients d'une vraie politique industrielle ? La première chose, je crois qu'il faut sortir du dogme de la baisse des charges. On en a beaucoup fait là-dessus et je crois qu'il faut passer aussi à autre chose. Il faut que l'État accompagne, protège, le cas échéant, les industries qui ont des questions de sécurité auxquelles elles doivent faire face. Deuxièmement, il faut que l'État oriente dans des secteurs clés. Ça peut être les infrastructures de transport ou les infrastructures télécom. Et le troisième élément essentiel, c'est l'État qui soutient l'innovation. Ça, c'est absolument fondamental. Un exemple, c'est le travail de la Banque publique d'investissement qui, par à la fois ses prêts
et ses participations, soutien à l'innovation, une innovation non seulement pour certaines entreprises, dans certaines entreprises, mais qui va irriguer l'ensemble de l'économie, et c'est ça qui est absolument essentiel. J'ajouterais que la politique industrielle, c'est aussi la résultante de toutes sortes d'initiatives de la part de la puissance publique. La politique de l'emploi, il faut un marché de l'emploi qui soit souple, la politique du commerce extérieur, la politique de développement territorial, il faut que l'État crée un cadre qui soit à la fois souple, mais qui soit aussi stable. Une vraie politique industrielle pour l'avenir devra sans doute placer l'État dans une situation d'agrégateur des efforts. On a vu apparaître cette orientation il y a une dizaine d'années avec les pôles de compétitivité. Tout ça a été redéfini dans le cadre de ce qui a été qualifié il y a quelques années de Nouvelle France industrielle, ramené maintenant à une dizaine de chantiers. On voit bien l'orientation qui est de placer l'État en coordinateur des efforts qui sont très largement des efforts d'entreprises privées, avec des incitations spécifiques à l'innovation ou des financements, notamment des financements orientés vers les PME. Premier chantier. Le deuxième chantier, ou la deuxième orientation, est de bien coordonner et d'adapter sans doute sur des temps courts un certain nombre d'autres politiques, qui sont les politiques d'enseignement et puis par ailleurs les politiques de recherche, et notamment de recherche fondamentale, de telle manière à interconnecter ces grandes politiques avec celles des entreprises privées. Et puis le troisième domaine est de parvenir à recréer une nouvelle dimension de l'État stratège dans le cadre d'un monde numérisé, dans lequel le pouvoir industriel et la question du pouvoir de marché, la question de la protection en matière industrielle et en matière intellectuelle se posent dans des termes différents, avec un recentrage vers les États-Unis, vers la côte ouest des États-Unis, et de vraies problématiques naturellement de protection des intérêts européens, des intérêts français dans ce contexte.